Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche El Hadj Omar Diop. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, également directeur de l'OVIPA. C'est l'Observatoire de la vie institutionnelle et politique en Afrique. C'est un plaisir, M. Diop, de vous recevoir. Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayomar, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. C'est un grand bonheur de me retrouver à Sud, eu égard à la qualité de l'émission et des éminentes personnalités qui sont passées sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Diop. Oui, vous êtes auteur de plusieurs publications. Parti politique et processus de transition démocratique, c'était en 2006. 2007, la création de la Sénat, de la Commission électorale nationale autonome. Parti politique, démocratie et réalité sociale au Sénégal, publié en 2011. La justice constitutionnelle au Sénégal en 2013, entre autres publications. Mais le prétexte de ce dimanche, c'est la sortie de cet ouvrage intitulé « L'élection présidentielle en Afrique ». Alors, l'élection présidentielle en Afrique est-elle source de crise qui menace la stabilité des pays africains? À l'époque, vous disiez que c'était une sorte d'alerte à l'endroit du Sénégal, mais surtout avec le risque d'installer une instabilité au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, parce que l'histoire semble vous donner raison, pourquoi aviez-vous justement à l'époque alerté? Merci Bayoumar. Mais surtout en disant, je le rappelle, que l'élite politique vous fait peur. Oui, merci Bayoumar. La question que je me posais, c'était au lendemain des élections législatives. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, l'opposition et la majorité étaient pratiquement au coude à coude à la sortie de ces élections. Cela veut dire que le mode de fonctionnement que nous avions dans le Parlement devait radicalement changer. L'ancienne majorité, qui est restée majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, devrait apprendre non seulement à dialoguer, mais également à négocier sur certains dossiers essentiels. Or, quand on est majoritaire, on a une majorité écrasante, on impose sa loi, on fait ce que l'on veut. À partir du moment où on est dans une logique de majorité relative, le mode de fonctionnement ne devrait pas être la même. Deuxièmement, sociologiquement, quand on analyse les députés, on se rend compte que plus de 80% de la représentation parlementaire aujourd'hui n'avait pas d'expérience parlementaire, n'avait pas d'expérience institutionnelle. Et cela peut jouer dans les rapports entre la majorité et l'opposition au sein du Parlement. Cela veut dire que ceux qui ont une expérience institutionnelle, une expérience parlementaire, ont l'habitude de négocier, mais également de poser le problème d'une autre manière. Mais ceux qui n'ont pas cette habitude-là, lorsqu'ils sont écrasés ou heurtés au sein du Parlement, ils peuvent en vouloir venir aux mains. Et cet affrontement physique, ces insultes, une dame qui a été battue à l'intérieur de l'Assemblée, tout ça, on peut le ranger dans cette forme d'inexpérience, eu égard au processus de renouvellement de la classe politique que nous sommes en train d'assister. Et aussi des enjeux. Oui, il y a énormément d'enjeux. Oui. Parce que c'est la définition des politiques publiques d'une part. Ce sont les lois qu'on va voter. C'est également le contrôle de l'espace politique dans sa globalité qui est en cause. Qui est en jeu, d'où justement la complexité de la situation du moment. Dans le même contexte, dans la même période, vous avez publié cet ouvrage intitulé « L'élection présidentielle en Afrique ». L'élection présidentielle en Afrique, pourquoi présentement? Pour donner une petite précision, c'est la candidature à l'élection présidentielle. On peut penser tout simplement que c'est lié soit à l'actualité, mais c'est une actualité juridique qui est en corrélation peut-être avec l'actualité politique. Mais toutes les fois que j'ai publié, la même question s'est posée. Quand en 2011, il y avait Parti politique, démocratie et réalité sociale. En 2017, il y avait l'instrumentalisation de la Constitution. Les gens ont pensé que c'était par rapport à l'actualité. Alors ce qui importe le plus, c'est quoi? C'est l'objet de l'étude, mais également c'est la distance critique qu'on a par rapport à l'actualité. Mais vous sortez l'ouvrage, vous sortez votre livre au moment où il y a toute une polémique autour de la candidature du président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce une coïncidence ou un désir de coller à l'actualité? Ça peut être considéré comme une coïncidence. Pourquoi? Parce que en réalité,
J'avais écrit l'ouvrage depuis 2012 lors de la contestation de la candidature du président Abdoulaye Wade. Et j'ai suivi la question. Et à un moment donné, quand je suis que la même question s'est posée dans plusieurs pays africains, j'ai essayé d'élargir l'objet de la recherche et de faire des comparaisons. Et l'actualité brûlante a montré qu'aujourd'hui, la même question se repose au Sénégal. Et vous aviez des pressentiments que quelque part, le problème était loin d'être réglé, même avec l'élection de Macky Sall? Non, avec l'élection du président Macky Sall, on avait pensé que les choses n'allaient pas se reproduire au pays. Pourquoi ? Parce que nous avions tiré les leçons de ce qui s'était passé. Mais à partir de la révision constitutionnelle de 2016, et qu'il y a eu au sein de la doctrine même certaines controverses, c'est là où j'ai commencé à me dire que cette question-là risque de se reposer une nouvelle fois. Et ce qui fait une véritable crainte, ce sont les mêmes acteurs, mais dans des rôles différents. Est-ce le cas du Sénégal? Je vous parlais, le cas du Sénégal est-il un cas particulier? Oui, le cas du Sénégal peut être considéré comme un cas particulier parce que d'abord, le Sénégal est considéré comme un modèle de référence en matière démocratique. On a toujours parlé de l'exception démocratique sénégalaise. Cela veut dire quoi? Les pratiques démocratiques à l'intérieur du Sénégal sont très souvent copiées, reproduites dans d'autres pays. Et ça s'est passé en 2012 au Sénégal. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? En 2015, la même question s'est passée au Congo, au Burundi, au Rwanda, en République démocratique du Congo. Et en 2020, on a vu quoi? C'est en Guinée. C'est en Côte d'Ivoire que la même question s'est posée. C'est comme s'il y avait la loi des séries. Or, dans notre pays, nous devons prendre conscience du fait que nous sommes suivis de l'extérieur parce que nous sommes considérés comme un modèle de référence. Oui, surtout avec l'avènement des deux alternances. Les deux alternances devraient contribuer à consolider davantage le système, mais également à penser autrement. Mais si nous avons la même classe politique qui a été formatée à la fois par le parti unique, ses vestiges, le présidentialisme, et également les comportements que l'on voit dans l'espace public, on se demande réellement si nos acteurs politiques prennent conscience de la nécessité d'inscrire les actes dans l'histoire. En quoi des actes sont posés? Il a été tenu hier samedi une cérémonie d'investiture du président Macky Sall organisée par la plateforme Macky 2024 et d'anciens militants APR dits de la première heure. Oui, qu'est-ce que cela vous inspire dès l'instant que le président lui-même n'a pas officiellement annoncé sa candidature? Oui, je pense qu'il faut inscrire ça dans le cadre de la stratégie politique. Nous sommes dans un jeu politique et chaque entité développe des stratégies. Mais pour répondre à la question de façon beaucoup plus globale, je pense qu'il faut faire un constat. Le président de la République lui-même avait interdit à l'ensemble de ses collaborateurs et de ses partisans de parler de la question de la mandature présidentielle. Vous vous rappelez, ceux qui ont eu à contrevenir à cette interdiction présidentielle, je pense qu'il y avait un certain M. Kaba, Moustapha Diakhaté, Moussa Diop, ont tous été évincés de leur poste de responsabilité, donc exclus de l'espace présidentiel. On se disait que le président, il est ferme dans sa position. Nous comparons cette situation-là à celle que nous vivons aujourd'hui, où des ministres, des membres du parti sortent dans l'espace public et prennent des positions allant dans le sens d'appeler le président de la République à présenter sa candidature. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Non seulement ils ne sont pas sanctionnés, mais sont accueillis à bras ouverts et bénéficient d'une mansuétude de la part du chef de l'État. Cela veut dire quoi? Il y a des positionnements politiques qui fait que dans ce cadre-là, ça amène à s'interroger. Le deuxième niveau de réflexion, de réflexion, c'est l'analyse du discours. Parce qu'au début, on vous a dit systématiquement, nul ne peut se présenter plus de 2 fois à la présidence de la République. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. On fonctionne avec cette idée-là et à un moment donné, on nous dit en principe. Et après, il y a une divergence dans la doctrine. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Le président de la République peut déposer sa candidature. C'est une question politique. Le Conseil constitutionnel s'occupera. Oui, c'est le garde des Sceaux qui l'a annoncé lors d'une rencontre politique à Rufisque. Il s'agit maintenant d'une question politique. C'est une atmosphère que l'on veut créer pour faire passer la pilule, créer les conditions politiques de telle sorte qu'on va banaliser la chose. Donc, ce qui veut dire que les actes qui sont posés, la part du président de la République, son action, son inaction, et même son silence, peut-être lu. Oui, si la question peut être lue autrement. Pourquoi? Parce que l'autre le dit, le silence est bruissant de parole. L'attitude du président de la République au début et son attitude aujourd'hui peut interroger parce que si ceux qui avaient contrevenu à ces directives ont été sanctionnés, ceux qui le font aujourd'hui ne bénéficient pas, ne sont pas victimes de sanctions. Ça, c'est un premier constat. Donc le deuxième constat, c'est l'évolution du discours. Le troisième constat, c'est l'occupation de l'espace public dans le but d'aller dans le sens de pousser la population à banaliser. Vers quand même une troisième candidature.
de plus en plus, les actes qui se posent prédestinent à une troisième candidature. Oui, on peut le penser largement parce que vous avez dit tantôt que le président de la République n'a pas encore pris une position officielle. Oui, il n'a pas pris une position officielle, mais son action et son inaction. Et ces silences, eu égard au comportement adopté par ses partisans, peuvent être lus d'une certaine manière, se dire il ne le rejette pas comme il le faisait au début. Parce que le refus était ferme au début. Oui, en face, il y a aussi d'autres candidatures qui sont annoncées, celle de Ousmane Sonko, mais aussi Khalifa Ababakar Sall, vous avez un Malick Gakou, et même Aminata Touré aussi qui a annoncé sa candidature. Candidature pour candidature, ça vous renseigne quoi? Personnellement, je pense que l'élection présidentielle, comme étant le rendez-vous majeur de la vie politique, dans une démocratie, il est normal que plusieurs acteurs politiques manifestent leur volonté d'aller exercer la fonction suprême et de briguer la magistrature suprême. Dans ce cadre-là, ce ne sont que des annonces. Mais ce qui importe le plus, non seulement c'est l'occupation de l'espace public, mais en deuxième lieu, c'est la recherche des parrainages. Parce qu'il y a une barrière juridique qu'il faut franchir pour être un véritable candidat. Parce que ce sont des postulants qui expriment leur volonté d'aller se présenter. Et Déthié Fall disait en la circonstance qu'on saura réellement si le président Macky Sall briguera ou pas une troisième candidature. Oui, parce qu'au moment des parrainages, certainement, la coalition Benno Bokk Yakaar déclinera qui va justement postuler, c'est-à-dire qui sera à la tête pour briguer une candidature à la présidentielle pour le compte de Benno. Oui, la question s'est toujours posée qui va être le candidat de Benno, mais plus on avance, les signaux que nous recevons de la part des actes posés par des hommes politiques et les camps de la majorité, c'est pour rendre, comment on appelle ça, beaucoup plus souple, je dirais même banaliser la candidature du président qui va s'imposer. Alors qu'au fond, quand le président se présente, normalement, il risque de perturber les jeux. Et comme cela s'est fait en 2012, c'est-à-dire que sa candidature est problématique sur le plan juridique, la contestation sur le plan politique risque de fausser le jeu. Mais en quoi l'élection présidentielle est-elle source de crise en Afrique? Je pense qu'il faut une réflexion beaucoup plus globale, axée sur la conception que nous avons du pouvoir politique et que nous avons de l'État. Le pouvoir politique en tant que tel est source de prébande. Et on en parlait même de considération néopatrimonialiste. On va vers le pouvoir non pas pour servir, mais pour se servir. Et si nous voyons nos sociétés, comment elles fonctionnent, le secteur privé n'est pas assez développé. C'est l'État qui est le principal employeur et c'est l'État qui pourvoit. Même les sociétés privées, bien les sociétés nationales, comptent sur l'État. Et dans ce cadre-là, les acteurs politiques font tout pour avoir le maximum de surface financière. Donc, comme c'est l'État qui rétribue et comme il y a une dimension prébandière, dans ce cadre-là, la lutte politique devient une lutte farouche entre des acteurs politiques. Parce que celui qui gagne la présidentielle, il est sûr d'avoir une aisance matérielle. Mais là, on est au stade de la candidature à l'élection présidentielle. Mais il faut être candidat à l'élection. Pour être président de la République, il faut d'abord être candidat. Oui. Donc, quand on veut être candidat, il faut affirmer sa revendication sur le pouvoir. Et je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire notre conception du pouvoir joue énormément sur l'âpreté de la lutte politique. Lorsque vous gagnez l'élection présidentielle, non seulement vous maîtrisez les leviers de l'État et du pouvoir politique, mais il y a des dimensions symboliques. Il y a également les ressources matérielles, les ressources financières, et vous avez la capacité de nommer et la capacité de révoquer. Ce qui fait que la détention du pouvoir donne plus de force aux vainqueurs. Imaginez la situation des opposants qui participent à l'élection et qui perdent l'élection politique. La vie de l'opposant en Afrique en général et au Sénégal en particulier est une vie extrêmement difficile. Vous l'avez publié, vous l'avez justement expliqué dans votre ouvrage en parlant de la nécessité de l'existence d'une opposition en démocratie, que quand même c'est nécessaire justement d'avoir une opposition. Oui, dans une démocratie, dans une construction démocratique. Dans une construction démocratique, il faut une opposition. Pourquoi? Parce que la majorité se compte par rapport à la minorité. Oui. Mais la force de la minorité, la force de l'opposition permet de mesurer la qualité d'une démocratie. De jauger. Si l'opposition a la possibilité de s'exprimer librement, de répandre ses mots d'ordre politique, d'organiser librement ses manifestations, ses réunions, et se comporter comme une association légale à l'intérieur de la vie politique, alors que sa liberté d'expression n'est pas contretionnée par le pouvoir en place, dans ce cadre-là, l'opposition va participer à l'animation de la vie publique, aux campagnes électorales et tout,
Et l'opposition-là devient une opposition républicaine. Ouais, maintenant, si on développe des stratégies qui doivent aboutir à nier l'opposition ou bien à casser de l'opposition, là, ça fausse le jeu démocratique. Ça fausse le jeu démocratique. Mais alors, en quoi les dysfonctionnements des acteurs du processus électoral et les manifestations de cette crise menacent-ils la paix? La paix est un enjeu fondamental dans nos sociétés politiques africaines. Aujourd'hui, même pour évoluer, les opérateurs politiques, les opérateurs économiques étrangers, lorsqu'ils veulent investir dans un pays, mettent en avant l'indice de stabilité politique. Cela veut dire quoi? Les dirigeants doivent s'investir davantage dans la logique de la paix et d'apaiser l'espace public et de créer un climat serein qui est un climat propice aux affaires. Mais ce n'est pas le cas de plus en plus. De plus en plus, dans plusieurs pays, notamment également au Sénégal, on voit qu'il y a des affrontements dans l'espace public. Parfois même, il y a des manifestations monstres. Certains pays sont bloqués. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'opposition et la majorité ne s'entendent pas sur un certain nombre de règles, notamment sur les règles électorales. Et ces crises-là, avant les élections ou après les élections, affectent considérablement la stabilité de la plupart des pays. C'est pourquoi la paix est devenue un véritable enjeu. Vous faites cette démonstration dans votre ouvrage en tenant compte du processus électoral, du dysfonctionnement du système électoral. Oui, parce que les acteurs du processus électoral sont souvent contestés. Que ce soit le ministre de l'Intérieur, si dans certains pays on organise des élections, c'est source de contestation. Si ce sont les organes de régulation, notamment la Sénat, ou bien, comme on appelle les CENI dans tel ou tel pays, même notamment au Sénégal, le rôle de ces organes de régulation est contesté. De même, il y a le rôle du juge électoral. Vous avez vu même les élections législatives, comment le Conseil a été brocardé avant et après l'élection. Donc, les acteurs du processus électoral, vous les identifiez un à un, chaque acteur pose problème dans sa façon de se mouvoir dans l'espace. Ce qui entraîne une crise à la fois des acteurs, mais également cette crise-là est suscitée par un certain nombre de facteurs. Et parmi ces facteurs, nous avons le mandat présidentiel, par exemple, qui pose énormément de problèmes. S'il y a des mésententes sur les règles du jeu relatives au mandat, lorsqu'on va aux élections, il ne faut pas être surpris qu'il y ait des affrontements dans l'espace public. Oui, vous avez parlé de problèmes, entre autres, mais surtout en insistant sur les dysfonctionnements. Mais il y a également le contexte. Un des contextes, c'est la survenue de la pandémie. Oui, comment expliquez-vous que cette situation d'exception n'a pas aujourd'hui empêcher l'organisation d'élections? Parce que lorsqu'il y a eu la pandémie, il y a des chronogrammes électoraux qui étaient déclenchés dans certains pays et dans d'autres, c'était le mandat présidentiel qui arrivait à terme. Donc il fallait organiser les élections. Oui, mais ça va pas empêcher de mettre en veilleuse quand même l'élection. Si vous reportez les élections, ça amène d'autres contestations. Donc il y a des pouvoirs, comme en Guinée, en Côte d'Ivoire, ou bien au Togo, qui ont préféré organiser les élections présidentielles. Mais à la suite de ça, on peut s'interroger sur la légitimité même des autorités élues. Mais justement, pourquoi peut-on organiser des élections dans un régime d'exception? C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on a vu la pandémie de la Covid-19 avec les mesures barrières qui empêchaient les réunions, les rassemblements publics. Donc les campagnes électorales se sont déroulées dans des conditions inadmissibles. Dès lors, peut-on parler de légitimité? C'est la question que moi-même je me pose. Pourquoi? Parce que les autorités issues de ces élections-là, est-ce que ce ne sont pas des autorités qui ont profité d'une situation, d'un contexte tout à fait particulier pour conforter également le pouvoir, pour conforter comment on appelle ça, cette légitimité qui est écornée par les régimes d'exception. Parce que dans le passé, l'analyse faisait mettre en exergue l'idée selon laquelle, dans les régimes d'exception, ils fonctionnent de manière exceptionnelle, donc on ne peut pas organiser des élections. Les libertés sont hypothéquées. On ne peut pas mettre en exergue la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté du vote. Or, on a vu que dans le contexte de la Covid-19, on a fait tout pour aménager des espaces de contradiction et d'expression de ces libertés, mais ça n'a pas empêché également l'organisation d'élections et ces organisations. Surtout avec la survenue des militaires au pouvoir. Oui, dans des pays comme le Tchad, le Mali, la Guinée, ce sont des régimes d'exception qui s'instaurent dans une situation exceptionnelle consécutive à la crise de la Covid-19. Ce qui pose la problématique de la légitimité. Ok, ça pose toujours la problématique de cette légitimité. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que nous recevons El Hadj Omar Diop. El Hadj Omar Diop est auteur du livre « La candidature à l'élection présidentielle en Afrique ». Mais entre autres, vous avez publié d'autres ouvrages, notamment « Partis politiques et processus de transition démocratique » en 2006. En 2007, la création de la Sénat, de la Commission électorale nationale autonome et « Partis politiques, démocratie et réalité sociale »
au Sénégal en 2011, la justice constitutionnelle au Sénégal 2013, et le prétexte d'aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle, la candidature à l'élection présidentielle en Afrique. Alors, Omar Diop, nous en parlons justement du cas du Sénégal. Le débat qui se pose, c'est que le président peut briguer une troisième candidature. C'est le débat actuel au Sénégal. Dites-nous, que dire du débat sur la durée ou sur la limitation du mandat? À première vue, les choses sont claires. La Constitution dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais là où le problème se pose pour certains, c'est parce que le Conseil constitutionnel avait rendu un avis en 2016, considéré par d'autres comme une décision qui est venue comme un cheveu dans la soupe, perturber la vision de certaines personnes. Mais il faut se rappeler de l'exposé des motifs. On voulait faire quoi? Renforcer la démocratie et consolider l'état de droit. C'était l'esprit du législateur. Et pour ce faire, il fallait non seulement conforter la limitation du mandat à 2 qui existait dans la Constitution depuis 2001, mais également mettre un autre verrou qui consiste à réduire le mandat à 5 ans. Et le président de la République avait dit ouvertement que c'était clair dans sa tête et qu'on va faire quoi? On va limiter le mandat à 2 et lui, il va se limiter à ça. Donc, les choses semblaient claires. Mais, 1 an après, lorsque des universitaires avaient émis l'idée selon laquelle, y compris moi-même, le texte n'était pas verrouillé, ça crée une polémique. Le président de la République est sorti. Et le président de la République a dit, je vous le cite, « Nous devons être très sérieux dans ce pays lorsque nous voulons apporter une contribution positive à la marche de notre pays. Je suis encore à mon premier mandat qui finira en février 2019. » Et dans un élan solennel. Plus précisément, en mars, avril 2019, nous avons, il y a 1 an, engagé une réforme majeure de la Constitution, justement par vote référendaire. C'était pour arrêter le débat. Nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, dit-il, très constructive, très consolidante de la Constitution pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que le mode d'élection. Mais cette question a été définitivement réglée, dit-il. D'ailleurs, en 2016, ce dont il s'agissait, il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée du mandat. C'est le président de la République qui parle. Et il ajoute, on devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps. Et il ajoute à la fin, c'est ces 2 mandats. Le nombre de mandats n'a pas été modifié pour engager une discussion. Pourquoi engager une discussion de 2024 aujourd'hui? Un débat sur une discussion de 2024. Un débat qui n'a pas lieu d'être puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat ne doit pas nous faire perdre du temps. Fin de citation. À la lumière de cette prise de position du chef de l'État, il n'y a plus de commentaires. La question était déjà réglée à la fois dans sa tête et c'est clair. Donc pourquoi aujourd'hui la question se pose et se repose et qu'il y a des actions, des inactions et des omissions qui vont dans ce sens-là. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut mettre en exergue. C'est à l'intention même du chef de l'État. C'est-à-dire, il y a des époques historiques où l'on se trouve, il faut savoir tracer des sillons pour se projeter dans l'histoire. Marquer l'histoire. Marquer l'histoire. Je m'explique. On nous a dit, et c'est vrai, c'est le premier président qui est élu après les indépendances. Donc, il devait se considérer aujourd'hui, eu égard au fonctionnement du système politique, comme un président transitoire. Entre une élite politique, celle qui a lutté pour les indépendances, mais également qui a accompagné les élites de l'indépendance, celle de Senghor, Mamadou Dia, et après aujourd'hui nous avons les Moussa Fagnas et autres, mais également une nouvelle élite politique des années 88-90 qui émerge. Et cette élite politique-là a une nouvelle conscience, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de faire. Le deuxième aspect de l'explication réside encore dans la nécessité de ne jamais perdre de vue les 2 missions essentielles d'un chef d'État, en général, et les chefs d'État en Afrique en particulier. La première mission, c'est de faire tout pour assurer ce que nous appellerons le bien-être moral et matériel d'une population. Et le deuxième niveau, c'est quoi? C'est de veiller à la stabilité politique et à la cohésion nationale d'un pays. Si un président de la République exerce le pouvoir pendant 2 mandats et quitte le pouvoir 2 ans, 3 ans ou 5 ans, 8 ans plus tard,
qu'il y ait des convulsions dans le pays qui détruisent le pays, ce président-là en a une large part de responsabilité. Est-ce que vous voyez? Donc, le jeu aujourd'hui tel qu'il se pose dans le jeu politique sénégalais, c'est d'éviter de fragiliser davantage les institutions politiques. C'est de ne pas casser un processus historique qui a mis en place des institutions qui, on peut les critiquer, mais au moins, elles ont démontré leur stabilité et leur efficacité. Voilà les quelques éléments de réflexion que nous avons sur cet aspect-là. Oui, mais une problématique qui peut être conduite jusqu'au Conseil constitutionnel, appelé à trancher un tel débat. Qu'en pensez-vous? Dans nos démocraties constitutionnelles, on a mis en place des institutions. Oui. S'il y a des contradictions de cette nature dans la société, comme c'est le cas, oui, c'est le juge constitutionnel qui est appelé à trancher le débat sur le plan juridique. Maintenant, il y a des gens qui ne font pas confiance au juge constitutionnel, on peut les comprendre. Mais comme c'est une institution... Est-ce fondé? Ça dépend. Les acteurs politiques peuvent, ou bien les simples citoyens peuvent avoir des pressentiments sur le Conseil. Pourquoi? Parce qu'il y a telle ou telle décision qui avait été prise, notamment durant les législatives, sur la question des listes ou autres. Mais je pars du principe que dans des situations pareilles, il faut jouer le jeu des institutions. Jouer le jeu des institutions, c'est laisser l'institution concernée se prononcer et après prendre position par rapport à ça. Rappelez-vous en 2012, le Conseil constitutionnel s'était prononcé à la faveur de la recevabilité de la candidature du président Abdoulaye Wade. Mais après, quand on est allé devant les urnes, le peuple sénégalais a tranché. Oui. C'est le seul souverain. C'est le seul souverain. Et lorsque dans une démocratie, le souverain s'exprime, les véritables démocrates s'inclinent et acceptent le verdict des urnes. Alors, El Hadj Omar Diop, dites-nous, pourquoi finalement l'élection présidentielle ne pose problème qu'en Afrique, surtout francophone? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas démystifié la chose électorale. Nous sommes dans un processus de construction d'une démocratie. Si vous voyez les démocraties qui ont fait près de 100 ans ou 50 ans, ou bien même des élections comme aux États-Unis ou en France, la question ne se pose pas parce qu'il y a une routinisation des procédures. Il y a une acceptation du jeu électoral. Parce qu'il y a eu des pratiques qui se sont répétées depuis très longtemps. Et à un moment donné, on s'entend sur l'essentiel. On ne remet pas en cause le mandat, on ne remet pas en cause la crédibilité de telle ou telle institution, on accepte les règles du jeu. Mais chez nous, comme nous sommes dans un stade de construction de la démocratie, il peut être compréhensible que quand il y a élection, qu'il y ait une fixation sur la chose électorale et qu'il y ait des contestations. Nous restons toujours dans le cadre du Sénégal, mais en jetant un coup d'œil sur l'histoire. Vous avez parlé de dysfonctionnement en l'analysant avec le parcours à la fois des acteurs, mais aussi du fonctionnement de nos institutions. Quelle est la part de responsabilité des acteurs dans justement ce risque de crise du processus électoral au Sénégal particulièrement? La part des acteurs est énorme. Pourquoi? Parce que ce sont les acteurs qui impriment aux institutions, dans le cadre de leur fonctionnement, une dynamique singulière et qui les orientent. On a pu parler, je pense, en sciences politiques, de ce qu'on appelle l'effet Beckett. Cela veut dire que lorsque vous êtes nommé à une position de responsabilité ou vous êtes élu quelque part, la meilleure façon de faire, c'est de marquer votre empreinte. Et c'est ce que je disais tantôt. Les élites politiques sénégalaises, ou en bien je veux dire, mais les élites politiques sénégalaises ont une large part de responsabilité. Tous les jours, dans les actes qu'ils posent, dans les discours qu'ils professent, ils doivent toujours éviter de heurter et également de fragiliser nos institutions. Je vous donne un exemple concret. Dans le domaine dans lequel j'évolue, j'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il m'est arrivé d'aller faire des enseignements dans le cadre de certaines missions. Au Gabon, par exemple, pendant 4 ans, j'ai été là-bas, en Guinée ou dans d'autres pays. Mais les universitaires sénégalais sont très bien accueillis, sont très bien respectés et sont considérés comme des modèles de référence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de grands universitaires, comme le recteur Seydou Madamissi, comme le professeur Ibrahima Fall, le professeur Babacar Kanté, le professeur Céline Diop, Kader Bouye, le professeur El Hadj Mbodjou Babacar Gueye, ou Aline Sall, ou tant d'autres professeurs. C'est donc le lieu même de les rendre hommage. Mais dans ce domaine-là, ils ont posé des actes positifs qui font que nous, quand nous venons, nous avons une obligation, celle de suivre les sillons qui ont été tracés. Le plus jeune député, ministre plus tard, Céline Diop, avec un long processus en tant que ministre, mais surtout en tant que professeur de droit à l'UCAD, mais comme étant un modèle, en faisant la différence entre la chose politique et la science juridique. Il fait partie des hommes d'exception qui, dans le cadre de leur trajectoire universitaire et comme dans le cadre de leur trajectoire politique, ont été des modèles de référence. Cela veut dire quoi? C'est pourquoi je dis que les hommes politiques aujourd'hui... Il y a quand même une ligne rouge à ne pas dépasser pour l'universitaire. Mais
ça dépend des conceptions individuelles qu'on a à la fois de l'académique, la science, mais également qu'on a aussi de la politique. Donc, je donnais l'exemple de ces professeurs pour montrer que la classe politique sénégalaise, dans son domaine d'activité, doit toujours se rendre compte qu'elle doit être un modèle de référence. Pourquoi? Parce que c'est l'image du pays qui est en jeu. Il ne faut pas ternir. Ça ne date pas de maintenant, des professeurs, à la fois professeurs d'université et acteurs politiques. Abdoulaye Bathily est là. Oui, et plein le d'autres. professeur Madjoul Diouf, Ibadel Tchampé à son âme. Oui. Donc l'université a toujours produit de grands hommes politiques. Mais ce qui est important dans ça, c'est quoi? C'est la posture d'un modèle de référence pour la société, mais également de la nécessité de donner une image positive pour le pays. Parce que, je l'ai dit tantôt, nous sommes regardés de l'extérieur et nous sommes considérés comme un modèle. Et quand on est considéré comme un modèle, il faut éviter certains comportements. Autour de la grosse thématique, l'éthique. L'éthique, mais comme nous parlons du droit, que vous inspire El Hadji Omar Diop, invité d'objection, l'éthique juridique? Oui, je parlerai même plus singulièrement de l'éthique constitutionnelle. Quand on lit la Constitution sénégalaise, on voit dans le préambule, il y a un certain nombre de principes qui sont énoncés. La transparence dans la gestion des affaires de l'État, la transparence en matière d'élection, la loyauté dans la lutte politique, dans le cadre du renforcement même de la situation de l'opposition, le respect des droits de l'homme, etc. La protection de la femme, la parité ou autre. Ces principes-là, on les a mis en avant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dimension éthique qui constituait le soubassement. Mais si, dans l'action politique de tous les jours, comme dans l'exemple du mandat, on en revient à une remise en cause, cela veut dire quoi? On a foulé au pied tout ce qui constitue l'éthique et tout ce qui constitue les principes fondamentaux qui sont les bases qui ont fait en place, qui ont contribué à mettre en place le système dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui. Si l'éthique n'est pas mise en avant dans le cadre du comportement des acteurs, on risque de vider de son sens l'ensemble des dispositions. Mais alors, faudrait-il aller jusqu'à légiférer sur la question en mettant l'éthique comme code, comme ce qui se passe ailleurs? On sait que dans certaines assemblées, il y a quand même un homme chargé du contrôle de l'éthique dans certaines institutions. Peut-on aller jusqu'à ériger en règle l'éthique en politique? C'est comme s'il y avait régulièrement des infractions. On nous disait qu'il doit y avoir des policiers derrière chaque individu. C'est pas possible. Il y a un moment donné où l'on se trouve. L'éducation qu'on a reçue dans la famille, l'éducation qu'on a reçue à l'école devrait être, je dirais même, la lumière qui va vous guider dans votre comportement. Oui, mais ça risque de remettre en cause toute une éducation. Les règles sont là. Les règles sont là. Oui. Mais quand on a une propension à ne pas respecter les règles, ou bien la violation de ces règles même est le résultat des autorités qui sont au sommet de l'État. Là, ça pose problème. Pourquoi? Parce que la dimension d'exemplarité que l'on mettait en avant tout à l'heure est une dimension qui est complètement cassée. L'éthique, oui. Mais mettre en place un organe qui va contrôler l'éthique, même je pense que les organes qui sont mis en place, les corps de contrôle de l'État, ça répond à cette exigence. Oui, et cette exigence de reddition de compte dans la gestion des affaires publiques, à cette exigence de transparence. Parce que maintenant, dans tous les secteurs, vous êtes obligé de communiquer. Vous êtes obligé de rendre compte. La redevabilité. Progressivement, on s'inscrit dans cette dimension. Prenez le plan judiciaire. On a vu aujourd'hui un procureur de la République qui peut aller faire une conférence de presse et qui peut rendre compte de l'état d'avancement de certains nombres de dossiers, parfois sans entrer dans les détails. Oui. Mais ça, on ne l'avait pas dans le passé. Oui, vous voyez, ça veut dire quoi? Progressivement, dans les pays développés, 2 fois par semaine, le procureur rencontre les journalistes et s'explique sur des sujets d'actualité, sans entrer dans le fond aussi. Nous sommes au Sénégal, donc il y a un processus qui est en cours. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager et nous dire que, sur le principe même, c'était impensable il y a quelques années. Mais aujourd'hui, quand on voit un procureur de la République qui convoque la presse et qui s'exprime sur certains dossiers, ne peut dire que bravo, il faut aller mieux dans le bon sens. Oui, mais justement, la question de la redevabilité, elle pose de plus en plus problème lorsqu'on se colle à l'actualité avec justement le rapport de la Cour des comptes. Vous avez parlé des organes de régulation, mais il y a aussi les organes de contrôle quelque part en démocratie. Quelle analyse en faites-vous, El Hadji Omar Diop? Les organes de contrôle, le plus souvent, contribuent à l'assainissement des mœurs publiques et aussi à lutter contre la concussion, à favoriser la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'un organe de contrôle peut aller dans un service pour contrôler et il fait l'objet d'un certain nombre d'obstructions de la part des membres du service. Un organe de contrôle peut sortir un rapport et cet organe de contrôle est attaqué et sur la base des informations. Cela veut dire quoi? Cette culture de la transparence est enclenchée, mais on n'est pas encore allé au fond. Nous ne sommes pas encore
à l'âge de l'acceptation de la reddition de comptes dans les gestions des affaires de l'État. Vous avez parlé tantôt du rapport de la Cour des comptes. Oui. Je me dis que c'est un rapport qui a été publié. Il y a eu des réactions. Il faut analyser ces réactions avec le maximum de recul et de distance critique. Et les personnes qui sont mises en cause, ces personnes puissent répondre. On leur donne la possibilité de répondre de leur gestion. Parce que le rapport en lui-même est contradictoire. Oui, mais le rapport en lui-même est contradictoire, mais il y a des éléments qui ne figurent pas dans le rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été mises en cause. Toutes les réponses ne sont pas mises dans le rapport. Ça veut dire quoi? On n'a pas toute la globalité de la chaîne. Premier lieu. En deuxième lieu, il faut qu'on fasse attention à certaines choses, notamment au respect de la présomption d'innocence. Oui. Parce que jeter en pâture un certain nombre de gestionnaires des fonds publics dans tel ou tel secteur, alors qu'il n'y a pas eu une enquête de police et une poursuite judiciaire avérée, d'où la ça pose problème. D'où la nécessité de laisser la justice faire son travail. Il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Oui. À mon niveau, j'ai dit que ce qu'il faut éviter de faire, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Comme un certain nombre de membres de la société civile l'ont dit il y a quelques semaines, j'ai dit attention, parce que certains ont allé jusqu'à dire il faut exproprier, il faut sanctionner. Non, mais ça, c'est pas encore le cas. Mais dans la démarche, il faudrait que, comme justement en rapport avec la recommandation contenue dans le rapport, ouvrir une information judiciaire et laisser librement la justice faire son travail. C'est ce qui est normal. Oui. Mais j'ai entendu des prises de position de certains membres de la société civile tout au début. Mais est-ce que ce n'est pas l'attitude de l'État qui entraîne justement ces polémiques-là? Non, ce sont les premières réactions de la société civile. Et pourquoi j'ai dit attention? Parce qu'on peut commettre des erreurs qui peuvent être lourdes de conséquences. Rappelez-vous, lorsque le président avait activé la CREI tout au début, toute la société civile avait applaudi. Et plus tard, on s'est rendu compte que la loi, même sur laquelle il posait problème, au niveau même des procédures judiciaires. Mais à qui imputez-vous cette responsabilité? Non, on ne peut qu'imputer à l'État. Oui. Mais attention, c'est-à-dire que si l'État est victime de pression permanente, il est obligé de réagir. Et ces réactions-là peuvent être une réaction qui n'est pas satisfaisante à long terme. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, il y a nécessité, après le travail des corps de contrôle, de laisser la justice faire son travail. Mais d'où son rôle en démocratie, la justice, en tant qu'autorité, en tant que pouvoir? Quelle lecture cela vous renseigne justement à la lumière justement des dernières informations? La justice est considérée comme le poumon dans nos démocraties. Si la justice elle est fragile, la démocratie elle est fragilisée. S'il y a des doutes sur l'indépendance ou l'action de la justice, c'est la démocratie même qui tremble sur ses bases. Partant de ces considérations-là, lorsque il y a saisine de la justice, c'est le procureur, avec le juge d'instruction et les autres maillons de la chaîne qui vont faire le travail judiciaire. Mais maintenant, notre système tel qu'il est bâti mérite une réflexion. Pourquoi? Parce que on dit pour réformer la justice, le garde des Sceaux doit saisir tel procureur, doit saisir le procureur de la République, c'est-à-dire le fait de faire intervenir le politique dans le cadre du déclenchement d'une action judiciaire, c'est un peu suspect. Et ça peut arriver des doutes et voire même des suspicions qui peuvent être des suspicions légitimes sur le mode de fonctionnement. Et il est de plus en plus question des libertés restrictives aujourd'hui avec ces multiples et nombreuses arrestations. Oui, en démocratie, lorsqu'on parle de respect de liberté d'opinion, entre autres. Oui, le respect de la liberté d'opinion, comme le respect de la liberté d'expression, sont essentiels dans une démocratie. Vous êtes un défenseur des droits humains, El Hadj Oumar Diop. Sur la même problématique, un journaliste est emprisonné au Sénégal. Oui, on ne peut que s'offusquer et condamner quand il y a des hommes de liberté qui sont emprisonnés. Mais il faut, dans certaines situations également, intégrer le rôle de nos instances répressives et le rôle de nos institutions. El Hadj Oumar Diop, toujours dans le sillage de l'ouvrage, vous avez émis beaucoup de recommandations face à la crise justement liée à la candidature à l'élection présidentielle. De plus en plus, on en assiste dans les pays africains. Aujourd'hui, quelles recommandations pour mettre un terme à ces crises? Il est extrêmement difficile de mettre en place une recommandation qui est valable pour tous les pays. Mais chaque pays, au regard des difficultés auxquelles il est confronté, il doit saisir certaines opportunités. De façon générale et de façon particulière. Pour pister un certain nombre de dysfonctionnements pour se dire, là nous devons agir. La problématique générale, c'est de pacifier l'espace public. Et dans cette recherche de la paix, il y a un certain nombre d'actes qu'il faut éviter. C'est-à-dire la modification unilatérale, par exemple, du processus électoral ou des règles du jeu électoral.
quand on adopte une règle du jeu électoral sans consensus à la base, on sent très bien que ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses à la suite de l'élection. Deuxièmement, il me semble que c'est très important de renforcer les pouvoirs du juge électoral. Pourquoi? Parce que très souvent, le juge électoral est indexé, que ce soit en amont ou en aval du processus électoral. Alors que dans nos démocraties, il faut que les juges soient considérés comme un rempart contre l'arbitraire. En effet, la conception que nous avons du fonctionnement de nos institutions fait que la séparation traditionnelle entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire est complètement faussée par les logiques majoritaires. Dans l'exécutif et le législatif, à l'intérieur du Parlement, quand ils sont de même bord et ont la majorité, le jeu de la séparation est faussé. Donc de l'autre côté, il y a un juge. Il faut construire ce pouvoir juridictionnel extrêmement fort qui est capable de contrebalancer le déséquilibre qui va être constitué par les deux forces. Ça permettra de sauvegarder les libertés. Mais si la justice elle est faible, bonjour les dégâts. Parce que là, c'est la liberté de l'individu qui est en jeu, ce sont les libertés qui sont hypothéquées. Alors, et de façon particulière, pour le cas du Sénégal, quelles recommandations? Si recommandations il y a, c'est d'abord de respecter les règles. Il faut respecter les règles du jeu. On vous a dit que le mandat est limité à 2, on se limite à 2 mandats. Première chose. Dans l'organisation des élections, on évite de poser des actes qui aboutissent à des réformes unilatérales du processus électoral. D'autant plus que nous sommes soumis à des exigences internationales avec le protocole de la CEDEAO. Oui. Vous voyez, après, il y a c'est aussi nécessaire que ça a été soulevé dans une dimension consensuelle dans la recherche de la paix. Oui. Si le président de la République, dans certaines réformes du code électoral, faisait appel à l'opposition, à la société civile, et avait une délégation de la majorité, ils discutent ensemble, comme cela s'est passé dans le dialogue national. Vous voyez, les recommandations du dialogue, si elles sont appliquées, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus à la base. Je pense qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique, non seulement de mystification de la paix, mais de définition consensuelle des règles du jeu électoral et de construction d'un juge électoral qui est un juge fort par rapport aux deux autres pouvoirs qui sont de connivence et égard. Cette question du parrainage, déjà, a toujours posé problème. On va vers des élections présidentielles en moins d'une année. Aujourd'hui, comment trancher déjà cette problématique justement de la question des parrainages? Je parlais tout à l'heure de la nécessité d'une définition consensuelle des règles du jeu électoral. Nous ne sommes pas à 6 mois de la présidentielle. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans les délais normaux pour déclencher un processus de négociation permettant d'écarter le parrainage et de mettre en place un autre filtre. Vous vous rappelez dans le passé, le filtre, c'était quoi? La caution. Oui. Donc, à chaque élection, on augmentait le montant de la caution. Mais brusquement, on a fait parrainage intégral. Et nous avons vu, la dernière fois, les conséquences désastreuses que ça a engendré. Ça montre que c'est la loi la plus inique même de l'histoire politique du pays. Lorsqu'on met en place une loi dont le but est d'écarter systématiquement des acteurs politiques, alors qu'ils ont le droit à la libre participation politique. Ils ont le droit d'être candidats. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne le cache pas, je ne suis pas partisan du parrainage. Pas du tout. Donc, à mon avis, il faut l'écarter. L'instance internationale de la CEDEAO avait déjà émis des réserves sur justement le parrainage. Il faut s'attendre aussi à la réaction de l'opposition. Parce qu'il me semble que le combat devrait être mené par l'opposition là sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce que c'est sur la base d'une décision d'une juridiction internationale que le Sénégal est obligé de se soumettre à ces décisions-là. Et à chaque échéance, on connaît justement une situation préélectorale assez difficile ou même conflictuelle souvent. Oui, comment également de ce point de vue régler cette situation? Il faut régler cette situation par l'anticipation. On anticipe en définissant de façon consensuelle les règles. On anticipe en évitant de croire en jambes. Parce qu'en général, les élections au Sénégal, c'est en amont. Cela pose problème. C'est le contexte préélectoral qui pose le plus de problèmes. Oui, mais si on met en place des mesures destinées à exclure telle ou telle candidature, soit par des procédures judiciaires, comme cela s'est passé dans le passé avec les affaires Karim Wade ou Khalifa Sall. Là, on parle de loi d'amnistie. Oui, mais jusqu'à pour Karim Wade, pour Khalifa Sall, et jusqu'à présent, la loi n'est pas encore intervenue. Oui. Et puis, deuxièmement, en plus de l'exécution sur la base d'une décision judiciaire, il y a eu le parrainage. Cela veut dire quoi? Une vingtaine de candidatures avaient été écartées. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait des mesures drastiques prises par la majorité. Et pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal,
on fait face à 4 candidats qui ont des problèmes de candidature. Vous avez le président sortant, dont on dit qu'il n'a pas droit à une 3e candidature. Vous avez Ousmane Sonko qui a maille avec la justice. Vous avez également Khalifa Sall et Karim Wade, 4 candidatures qui posent problème déjà. Une première dans l'histoire politique du Sénégal. Cela veut dire que le juge chargé de trancher la question de la candidature est interpellé au plus haut niveau quand il a sur la table des dossiers dont la validité pose problème d'abord sur le plan juridique. Donc là, en premier lieu, le juge est interpellé. Deuxièmement, les acteurs peuvent agir en amont dans le cadre à la fois d'une loi d'amnistie et d'une définition consensuelle de toutes les règles, comme je l'ai répété tantôt. Et de votre point de vue, avec le recul, justement face à une telle situation, qu'est-ce que cela peut donner comme conséquence politique déjà? Plus on avance, on risque d'avoir une situation beaucoup plus tendue. Et quand la situation est tendue, ça va entraîner des troubles et après, ça va impacter négativement sur le processus électoral durant la campagne et après la campagne. Et vous parlez de pour éviter ça, oui. Je pense qu'il faut agir en avant pour que les acteurs puissent se ressaisir et après qu'on s'achemine vers une dimension de définition consensuelle des règles et de respect même de ces règles. Il ne suffit pas de le définir de façon consensuelle uniquement, mais il faut respecter les règles. Alors, très souvent, qu'est-ce qu'on voit par rapport à l'élection présidentielle passée? C'est la majorité qui est arrivée à adopter un certain nombre de règles dont le résultat a été l'exclusion d'une vingtaine de candidatures à l'élection présidentielle. Et vous avez parlé... Et ça, c'est une grande première dans l'histoire. Vous avez parlé d'agir, vous avez parlé d'action. Un chef d'État dont la candidature pose problème, on le dit. Comment, justement, quelle posture doit-il incarner l'actuel président de la République dans un contexte pareil, avec une telle situation? Dans un contexte pareil, avec une telle situation, le président de la République devrait avoir une posture, je dirais même, de s'inscrire dans l'histoire, d'être au-dessus de la mêlée, pour se dire que je suis sur le départ, voilà les actes majeurs que je vais poser dans le but de pacifier l'espace public, mais également d'organiser des élections sereines et transparentes, et que le vainqueur sera celui qui a été désigné par le peuple, et maintenant on va rentrer définitivement chez soi. Maintenant, si le président de la République n'est pas dans cette perspective et veut maintenant perturber les jeux en intervenant dans la campagne parce qu'il est candidat, là, bonjour les dégâts. Se pose la problématique en définitive de la démocratie. La démocratie comme leçon à retenir dans une perspective de développement. Pour retenir quoi? C'est le mot de la fin. Pour retenir que la démocratie est aujourd'hui incontournable dans la société, parce que c'est en démocratie qu'on peut s'exprimer librement. C'est en démocratie qu'on peut réclamer des comptes à nos dirigeants. C'est en démocratie qu'on peut participer à la direction de nos pays, mais également à la délibération publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de nos représentants. C'est la raison pour laquelle la question du mandat est une question essentielle, parce que dans les démocraties, le mandat est limité. C'est dans les autres régimes théocratiques ou autocratiques où on peut rester 20 ans, 30 ans au pouvoir, ou bien on peut rester au pouvoir ad vitam aeternam toute sa vie. Comme dans les démocraties, le mandat est limité, il faut respecter la Constitution dans ses dispositions relatives au mandat. La question du mandat telle qu'elle se pose au Sénégal est une question juridiquement contestable, moralement inacceptable, mais également sur le plan éthique, c'est une question qui participe à décrédibiliser l'élite politique et la parole publique. Quand il y a des risques ou il y a des revirements dans cette situation-là, on se demande réellement quelle est l'utilité de nos élites par rapport à l'action et par rapport à l'exemplarité et au modèle de référence qu'ils doivent constituer pour les jeunes d'aujourd'hui. Elhadji Oumar Diop, par rapport à la destinée d'un pays qui connaît une situation aussi complexe, avec le recul, quelles leçons devrons-nous retenir par rapport à l'histoire? Par rapport à l'histoire, c'est ce qui nous ont devancé, nous ont laissé un pays qui est en paix. La perspective qui s'annonce, quelles que soient les difficultés, il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là, de laisser le pays en paix avec des institutions qui fonctionnent. Chaque génération, comme disait Franck Fanon, découvre dans une relative opacité une nouvelle responsabilité. C'est à elle de l'assumer ou de la trahir. La responsabilité de l'élite politique au pouvoir aujourd'hui, c'est de se considérer comme une élite politique transitoire dans le sens où elle a exercé le pouvoir. Il est normal, il est logique qu'on organise des élections libres et transparentes et que le peuple s'exprime et laisse une autre élite, ou bien la même, conduire la destinée du pays dans la paix.
parce que nous devons prendre en considération le contexte international et le contexte national dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, il y a la dimension sécuritaire avec ce que nous avons vu au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, mais aussi et surtout sur le plan international avec la guerre russo-ukrainienne. Donc il est normal, il est logique qu'on ait des préoccupations sécuritaires de cette nature et que la classe politique sénégalaise devrait dans son ensemble, opposition et majorité réunie, intégrer dans ses actes de tous les jours la nécessité de conforter notre système et d'éviter qu'il y ait du trouble et d'éviter qu'il y ait des cassures de notre système. Et cette responsabilité-là relève en premier lieu de celle du président de la République qui doit respecter la Constitution, toute la Constitution et rien que la Constitution. Oui, pour en boucler, pour en finir avec cette situation de James Freeman Clark qui disait « Oui, la différence entre le simple homme politique et l'homme d'État est que le premier cherche à gagner les prochaines élections alors que le second songe à l'intérêt des prochaines générations. » Je souscris parfaitement à cette citation. Merci El Hadj Omar Diop pour rappeler qu'il a été notre invité. El Hadj Omar Diop est enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également directeur de l'OVIPA, c'est l'Observatoire de la vie institutionnelle et politique en Afrique, auteur de plusieurs ouvrages, on peut en citer justement Parti politique et processus de transition démocratique, publié en 2006-2007, la création de la Sénat, de la Commission électorale nationale autonome, et en 2011, Parti politique, démocratie et réalité sociale au Sénégal, la justice constitutionnelle au Sénégal en 2013. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Oui, à l'instar de beaucoup de nos invités, ils ont alerté, ils ont interpellé, justement pour parler de la nécessité de remettre en cause les subventions. Aujourd'hui, l'histoire rattrape nos autorités avec l'augmentation du prix de l'essence et d'autres augmentations. Merci en tout cas pour justement ces enseignants-chercheurs qui ne cessent d'alerter pour le bon fonctionnement de notre pays. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Merci à l'équipe digitale, à la tête Abdoulaye et Papa Blaye Gueye. Excellente suite de programme sur la 98.5 et place à présent à Maodo Faye, son invité dans le cadre de Dianobi. Au revoir.